Cher François Kersaudy, monsieur le professeur, mesdames, messieurs, chers amis, bienvenue dans ce nouveau cycle des entretiens d'ici, qui s'est ouvert en musique le 24 septembre dernier à la médiathèque Centre-Ville avec un concert lecture dédié au compositeur Robert Schumann. Nous nous plongeons cette année, vous l'aurez compris, dans l'intimité des grands personnages qui ont façonné l'histoire afin de mieux les connaître, de percer les secrets de leurs talents exceptionnels à travers le prisme de leurs origines familiales, pour trouver dans la vie privée la source de leur succès public. Ce soir, nous nous intéressons au parcours d'un homme extraordinaire et solitaire qui a infléchi le cours du XXe siècle, Winston Churchill. À la croisée de son engagement politique, de sa situation familiale, marquée par des relations distantes avec ses parents et un ardent désir de réussite, la vie de cet homme est une épopée qui ne laisse pas de nous admirer. Homme politique, héros de guerre, orateur féroce, Churchill était aussi, on l'oublie trop souvent, un artiste qui aimait s'adonner à la peinture lors de ses vacances en France. Il était également un écrivain, reconnu très tôt pour son style, lorsqu'il est correspondant de guerre. L'ensemble de son œuvre, et plus particulièrement celle consacrée à la Seconde Guerre mondiale, a d'ailleurs été récompensée par le prix Nobel, ce que tout le monde ignore, de littérature en 1953. C'était le premier pour un chef d'État. Le génie du verbe, son humour, sa vivacité d'esprit ont façonné l'image d'un homme jovial, espiègle, tout en conservant une figure d'autorité respectée. C'est ce qui fait aujourd'hui de Winston Churchill l'un des personnages majeurs de l'histoire britannique et mondiale de l'époque contemporaine. Vous l'avez compris, je cultive un attachement indéfectible pour ce personnage. Son amour des bons mots y est sans doute pour quelque chose, de même que sa passion pour les cigares ou le gin. Au despote du smoothie et des jus détox à la mode, je rappelle souvent sa célèbre phrase que le professeur Kersaudy a contestée: le gin tonic a sauvé davantage de vies anglaises et d'esprit que tous les docteurs de l'Empire. C'est donc pour moi ce soir un réel plaisir de consacrer cette soirée à ce grand homme, et nous avons de plus la chance d'accueillir pour l'occasion un spécialiste éminent dont la biographie consacrée à Winston Churchill a eu un succès colossal et obtenu le Grand Prix d'Histoire de la Société des gens de lettres. Cher François Kersaudy, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Vous êtes docteur en relations internationales et historien, diplômé de Sciences Po Paris. Vous avez notamment enseigné à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne, que j'ai connue, et à l'université d'Oxford. Surtout spécialiste incontesté du Vieux Lyon, vous avez retraduit ses mémoires de guerre, travail pour lequel vous avez été distingué de l'ordre de l'Empire britannique. On vous doit aussi de nombreux ouvrages sur cette période et sur le personnage, tels que De Gaulle et Churchill, De Gaulle et Roosevelt ou encore Lord Mountbatten. J'ai pour ma part souvent observé la similitude entre les parcours de Georges Clemenceau et Churchill, dignes des vies parallèles de Plutarque. Entre patriotisme, verve inégalable, traversée du désert, fait de guerre, et brio politique, vous me direz, cher François Kersaudy, ce que vous pensez de la corrélation entre ces deux grandes figures historiques. Pour l'heure, vous allez ce soir décrypter pour nous le Winston Churchill privé, la part d'influence qu'ont pu avoir ses proches dans ses réflexions et choix politiques, le tempérament, les fulgurances géniales et les humeurs sombres de celui qui a été poursuivi toute sa vie par son Black Dog, autant d'éléments qui ont joué un rôle non négligeable dans la conduite des affaires du monde. Le jeune Winston dit un jour à une amie: « Nous sommes tous des vers, mais je crois que moi je suis un ver luisant. » Cela me semble un bon reflet de la détermination de cet homme qui croyait en sa bonne étoile, qui se donna les moyens de réussir et qui pourtant subissait des moments de dépression et de doute terribles. C'est peut-être dans ces paradoxes que se forgent les hommes d'exception, capables d'affronter les soubresauts de l'histoire. Je n'en dis pas plus, je cède désormais la parole à François Kersaudy. J'en profite enfin pour vous rappeler notre prochain rendez-vous, mais notre adjointe vous le rappellera, c'est jeudi 16 novembre avec Laurent Lebon, président du musée Picasso à Paris. Je vous souhaite à toutes, à tous, une excellente soirée. Merci, monsieur le maire, pour cette invitation. C'est toujours un honneur de... Voilà. Ah, ça marche pas. Voilà. Ça marche. Voilà, c'est toujours un honneur de venir parler de
Churchill, c'est toujours un défi de le faire en 1 heure. Et c'est toujours un plaisir de partager, comme vous verrez. Alors, comment devient-on Churchill ? Eh bien, déjà, on ne descend pas de n'importe qui, puisque Churchill descendait de son illustre ancêtre, John Churchill, premier duc de Marlborough, l'homme qui avait vaincu les troupes de Louis XIV, à Ramillies, à Oudenarde, à Malplaquet, en fait partout où il les a rencontrés, et qui en récompense a reçu d'innombrables terres, cadeaux, gratifications, et un palais, le palais de Blenheim, qui est au nord d'Oxford, qui se visite. C'est une sorte de Versailles en miniature, pas si miniature que ça d'ailleurs. Et c'est là qu'est né Winston Churchill. Alors, ce jeune Winston, il descend effectivement par son père de John Churchill, duc de Marlborough. Il a tout de même 4 grands-parents remarquables. Déjà, quand on a 1 ou 2 grands-parents remarquables, on peut penser qu'on va avoir certains talents, mais quand on en a 4, là, ça c'est très impressionnant. Depuis le grand-père maternel, Léonard Jérôme, américain, self-made man, descendant de huguenots protestants, jusqu'à la grand-mère paternelle, la duchesse de Marlborough, qui s'est distinguée en Irlande, tel point qu'elle comptait parmi ses admirateurs et ses admiratrices, la reine Victoria elle-même. Ce sont des gens tout à fait hors du commun. Et évidemment, tout ça se transmet. Alors, les parents, sont moins extraordinaires. Il y a le père, politicien, grand talent politique et oratoire, vaste culture, mémoire extraordinaire, mais aussi un manque d'équilibre psychique assez évident, qui deviendra même de plus en plus évident avec le temps. Une mère énergique, mais frivole, dépensière. Et surtout, les 2 parents ont quelque chose de commun, c'est qu'en fait, ils ne sont pas faits du tout pour être parents et ils négligent très fortement leur progéniture. Seulement, deuxième tableau, il y a une compensation sous la forme de la nurse de Churchill, du jeune Winston. Le bon docteur Cyrulnik aurait dit qu'il s'agit d'un tuteur de résilience. En l'occurrence, ce sera le cas. Elle s'appelle Mrs. Everest, un nom qui est tout à fait à l'exacte mesure de la tâche qui l'attend. De fait, on s'aperçoit assez vite qu'on a affaire à un rude garnement. Quand on le met à 7 ans dans un petit collège à Ascot, puis à Brighton, il est assez insupportable. Et évidemment, assez mûr pour son âge, il faut le reconnaître, mais en tout cas, déjà très entêté. À 9 ans, il écrit à sa mère... Quand je n'ai rien à faire, ça ne me gêne pas de travailler un peu, mais quand j'ai l'impression qu'on me force la main, c'est contraire à mes principes. 9 ans. Bon. Alors, quand il en a 14, en 1888, on l'envoie à Harrow, au collège de Harrow, là où, avec Eton, c'est là que va la progéniture des personnes les plus distinguées. Il s'y trouve pas bien. Les matières enseignées ne lui conviennent pas. Du grec, du latin, des mathématiques, du français. Il est allergique à tout ça. Lui, ce qu'il aime, c'est l'anglais, l'histoire, la poésie, le théâtre. Et un de ses premiers commentaires dans ses mémoires d'enfance, c'était « Alors que j'aurais volontiers étalé ma science, il s'efforçait de faire ressortir mon ignorance. » Vous voyez, donc ça, évidemment, ça ne pouvait pas aller. À côté de ça, il est insolent, il est grossier, il est batailleur, et sa grand-mère maternelle, qui vient le voir en pension,
écrit à sa mère c'était un petit bulldog méchant aux poils roux. Et oui, alors effectivement, bon, il s'intéresse assez peu. Alors, les sports collectifs, ça l'ennuie suprêmement. Les cours, il y va quand ça lui convient, et puis bon, il les manque quand ça lui convient pas. Il a d'autres intérêts. Il collectionne les timbres, les papillons, bon, les bulldogs. Il a des poneys, parce qu'il monte très bien depuis l'âge de 4 ans. Il fume comme un sapeur. Il boit déjà beaucoup. Euh, mais à côté de ça, il a la mémoire de son père. C'est une mémoire absolument photographique. Il lit quelque chose une fois, il le sait par cœur pour les 50 ans à venir. Et au collège, on s'aperçoit effectivement que, bien qu'il soit considéré comme un cancre, eh bien, il peut réciter 1200 vers de Macaulay d'un seul coup, comme ça, après les avoir lus 2 fois. On lui donne un prix, même pour cela. Il a tendance à corriger ses professeurs d'histoire et de littérature, hein, parce que quand il trouve qu'ils se trompent dans leurs citations, il leur fait remarquer, alors évidemment, ça ne le fait pas forcément bien voir. Et puis, il y a des incidents. Et par exemple, il est considéré comme trop obtus pour faire du grec, donc on l'en dispense avec quelques autres, mais il faut bien les occuper, sinon ils font du dégât. Et donc on les confie à un professeur d'anglais qui s'appelle Somervell, et ce monsieur leur apprend quelque chose de simple, la structure fondamentale de la langue anglaise. Et il leur dit, voilà, je vais vous apprendre comment comprendre et parler un bon anglais. La structure fondamentale de la langue anglaise, c'est une noble chose. Et il arrive à les convaincre à tel point que Winston va très rapidement devenir un maître de la langue anglaise, un petit peu par incident, justement, par accident, en copiant sur ses professeurs et sur celui-là en particulier. Et on verra que c'est quand même un investissement assez fructueux. Le tableau suivant, pour devenir Churchill, évidemment, c'est la politique, parce que la politique, il trempe dedans pratiquement depuis son plus jeune âge. À la table paternelle, on ne parle que de politique. Le père est un politicien professionnel, il est député, il va être bientôt ministre, conservateur. Il voit défiler toutes les vedettes politiques du moment à la table paternelle. Il s'identifie au père, il s'identifie au parti. Dans ses mémoires d'enfance, il met à 6 ans, lorsque j'avais 6 ans, nous fûmes chassés du pouvoir par Gladstone. Vous voyez, déjà à 6 ans, il considérait qu'il a été chassé du pouvoir. Donc vous voyez, il trempe déjà là, dans cet élément politique. Très souvent, d'ailleurs, il s'absente des cours pour aller au Parlement, pour aller écouter les vedettes du moment, les Gladstone, les Balfour, Chamberlain, père, Joseph, Rosebery, Asquith, toutes les vedettes du moment. Il les écoute, et évidemment, et son père aussi, bien sûr, et il va, consciemment ou non, il va imiter leur style de plus en plus, évidemment. Et puis, depuis l'âge de 9-10 ans, il lit tous les journaux, les gazettes parlementaires, les gazettes, tout ça, ça fait partie de son quotidien. Il fait les campagnes électorales de son père au collège. Il somme le professeur de gymnastique de voter pour son père, sinon il y aura des représailles. C'est tout à fait étonnant. Alors ce père, c'est le modèle. En fait, son rêve, c'est de faire ce que font quelques autres, comme les Asquith ou les Rosebery, c'est-à-dire d'entrer au Parlement aux côtés de son père. Et ça n'arrivera pas, parce que le père meurt en 1986, à 46 ans seulement, probablement de la syphilis. On ne savait pas soigner cela à l'époque, et il meurt de démence. Et donc envolé ce rêve-là, mais il reste bien sûr l'idée qu'il va devoir être député parce que son père l'a été, et puis il va être Premier ministre parce que son père n'avait pas pu l'être. Mais en attendant,
il y a un autre élément dans sa vie, c'est le militaire. Une fascination pour tout ce qui est militaire. Et c'est normal parce qu'à 4 ans, il suit ses parents à Dublin. Son grand-père paternel est vice-roi d'Irlande. Et évidemment, il y a une garde. Et donc, il voit les gardes qui sont devant le palais du vice-roi, voilà, et qui tirent des salves le dimanche matin. Et puis, il y a les feignants, pas ceux de Macron, hein, c'est les révolutionnaires irlandais, hein, indépendantistes, et qui font des attentats. Donc, il y a une ambiance très martiale autour de ce palais, et lui capte cette ambiance. Et il la capte d'autant plus qu'il y a toujours ce fameux palais de Blenheim qui est la propriété de ses grands-parents paternels, et depuis son plus jeune âge, il erre dans ce palais. Il y a des galeries avec des armes, des armures, des étendards, des tableaux de bataille à n'en plus finir. Et évidemment, ça l'influence, ça ne peut pas ne pas l'influencer, d'autant que sa nurse lui parle de son illustre ancêtre, et donc il pense que par capillarité, il a hérité du génie stratégique de son illustre ancêtre, John Churchill, duc de Marlborough. Il est environné de ça. Et puis, bon, il lit dès son plus jeune âge les récits de la guerre contre les Zoulous en Afrique du Sud, et puis de la guerre de sécession américaine, ou de la guerre de 1870, qui est le dernier cri en matière de conflit moderne. Avec ses cousins, il joue à la guerre tout le temps. Ils ont construit ensemble une forteresse en planches, hein, au milieu d'un champ, avec un donjon, avec un pont-levis, avec une catapulte qui balance des pommes très loin. Et comme il n'y a pas de Zoulou, eh bien on bombarde les vaches qui s'aventurent dans la ligne de tir, évidemment, et ils prennent ça très très au sérieux. Et puis il y a l'essentiel, il y a les soldats de plomb. Depuis son plus jeune âge, tous les amis de son père et tous les amants de sa mère lui offrent des soldats de plomb. C'est-à-dire qu'il en a énormément. En fait, il en a 1500. Hein, 1500 soldats de plomb, tous anglais. Alors que son petit frère, lui, n'a droit qu'à des soldats indigènes. Alors ça, c'est moins bien. Parce que par traité, ils n'ont pas le droit d'avoir de l'artillerie, alors que lui, il a le droit. Donc voilà. Alors, il disait toujours qu'il est très fier de ces soldats de plomb anglais, mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'ils étaient fabriqués en Allemagne. Enfin bon, ça fait pas grave. Mais de son propre aveu, ce sont ces soldats de plomb qui ont décidé de sa carrière. Et ça, il le raconte dans ses mémoires de jeunesse, parce qu'un jour, son père, qui le négligeait totalement, a consenti quand même à venir dans sa chambre pour assister à la bataille qu'il avait, à la revue et à la bataille qu'il avait organisée dans sa chambre avec ses 1500 soldats de plomb. Et voilà, il raconte comment ça s'est passé. Son père observe tout ça. Et Churchill raconte, voilà, avec un œil expert et un sourire fascinant, mon père a passé 20 minutes à observer la scène, qui était réellement imposante. Après quoi, il m'a demandé si je voulais entrer dans l'armée. Je pensais que ce serait fantastique de commander une armée, commander déjà. Alors j'ai dit oui tout de suite, et j'ai été immédiatement pris au mot. Pendant des années, j'ai pensé que mon père, fort de son expérience et de son intuition, avait discerné en moi les qualités d'un génie militaire. Mais on m'a dit par la suite qu'il en avait seulement conclu que je n'étais pas assez intelligent pour devenir avocat. Petite cause, grands effets, mais à partir de là, 15 ans, il va commencer à travailler sérieusement parce qu'il veut entrer dans l'armée. Et en particulier, il veut entrer à Sandhurst, qui est à l'époque le Saint-Cyr britannique. Et là, il va travailler dur, comme il a une bonne mémoire, une excellente capacité. Eh bien, il va même faire un gros effort pour s'initier aux mathématiques. Et puis, à la 3e tentative, il entre. Alors, bon, Churchill à Sandhurst fait un petit peu l'effarement de ses instructeurs.
qui s'aperçoivent que d'abord qu'ils discutent leurs ordres. Bon, ça, ils n'ont pas l'habitude. Ils manquent totalement de ponctualité. Il arrive demi-heure en retard, 1 heure en retard, il ne s'excuse même pas. Hein. Bon, ça, c'est là aussi, pour un militaire, c'est gênant. Et puis, bon, il y a les marches de 30 km avec des sacs à dos de 20 kilos. C'est pas fait pour les petits gabarits. Il n'est pas grand, Churchill. Hein. Il est fluet, d'ailleurs. On ne se rend pas compte maintenant, mais à l'époque, il était fluet. Hein. Et donc, pour toutes ces raisons, on le met dans ce qu'on appelle le peloton des empotés. Seulement, il ne va pas y rester longtemps dans le peloton des empotés parce qu'on s'aperçoit très vite que c'est un maître de l'équitation, évidemment. Il est sur ses poneys depuis l'âge de 4 ans, donc il sait tout faire sur un cheval. Hein. Il va encore apprendre. C'est le meilleur, c'est un des meilleurs cavaliers de Sandhurst. Hein. Il peut monter sans selle, sans étrier. Il peut descendre d'un cheval au galop, remonter sur son cheval au galop. Il sait tout faire là-dessus. Hein. Et donc, voilà, ça impressionne, parce que c'est quand même une école de cavalerie, Sandhurst, à l'époque. Hein. Donc, voilà, et puis, il y a toutes les disciplines qui lui plaisent. Et beaucoup lui rappellent ses jeux d'enfants, évidemment. Hein. On creuse des tranchées, on fait des parapets, on fait sauter des ponts. Ça, il adore ça. Hein. Et puis, on fait de l'escrime. Il est champion d'escrime depuis le collège. Hein. Et puis, on fait de la natation. Il est champion de natation depuis le collège. Et puis, on fait du tir. Il est champion de tir aussi. Hein. Donc, tout ça, voilà, pour quelqu'un dont on dira plus tard qu'il a dit qu'il ne faisait pas de sport, c'était une boutade. Hein. C'était un champion à l'époque. Personne ne savait comment il faisait. D'ailleurs, il battait des adversaires qui avaient 10 ou 15 cm de plus que lui. Hein. À l'escrime, personne n'a jamais su comment il faisait, mais enfin, il le faisait. Et donc, le résultat de tout ça, c'est qu'il va sortir assez brillamment. Lui qui était entré dans les derniers, il va sortir dans les premiers, évidemment, ce qui lui donnera une certaine confiance en lui. Le seul défaut, qui n'apparaîtra que bien plus tard, c'est que c'est une école qui forme des lieutenants de cavalerie. Donc on leur apprend la tactique, mais ils ne sont pas du tout initiés au secret de la stratégie. Et ça, c'est une chose que bien des militaires et des hommes d'État regretteront pendant les 2 guerres à venir. Mais enfin, bon, ça, il ne faut pas anticiper. En tout cas, à la sortie, il entre au 4e Hussards, qui est un régiment extrêmement prestigieux. Et grâce aux souvenirs de son père et aux relations de sa mère, eh bien, il va obtenir d'aller partout où on se bat. La plupart des cadets, quand ils ont terminé Sandhurst et qu'ils entrent dans des régiments, comme il n'y a pas de guerre, eh bien, ils vont dans les salons avec leurs uniformes de sortie qui sont très beaux, ils ont beaucoup de succès auprès des dames, et puis ils vont à la chasse aux renards. Ça se fait beaucoup. Et Churchill, ça ne l'intéresse pas du tout. D'abord, les dames, elles lui font peur. Et puis les renards, ça ne l'intéresse pas d'aller courser des renards. Il voit pas du tout l'intérêt. Lui, étant donné qu'il est militaire, il veut aller là où on se bat. Alors, grâce aux relations de sa mère, en grande partie, et puis aux relations de son père, de son défunt père aussi, eh bien, il obtient déjà, dès 1995, d'aller à Cuba. À Cuba, il n'y a pas d'Anglais qui se battent, il y a des Espagnols, mais bon, il est reçu avec un de ses camarades du 4e Hussard en tant qu'observateur, disons, voilà. C'est sa première expérience du feu, hein, et voilà, il s'aperçoit que il ne craint pas d'être exposé aux balles. Il prend un exemple sur les officiers espagnols qui sont très courageux et même téméraires, hein, qui chevauchent sur la ligne de tir comme ça sans jamais se cacher. Il trouve ça bien. Il fait la même chose. Il voit les balles qui sifflent tout autour. Il n'est jamais touché. Donc les autres meurent autour de lui, mais pas lui. Donc ça évidemment, ça l'encourage. Il trouve ça bien. Et il va continuer. Son régiment va en Inde en 1896. Donc il suit son régiment, mais là aussi, il va à Bangalore. À Bangalore, il n'y a rien. Lui, il veut aller là où on se bat. Donc il obtient, en jouant beaucoup des coudes et des relations, d'aller sur la frontière du Nord-Ouest, là où on se bat. Et lui va participer, il veut participer. Puis on le retrouve au Soudan en 1998, hein, à Omdurman, une des dernières charges de cavalerie de l'histoire. Voilà, il est avec les lanciers. Puis on va le retrouver aussi en Afrique du Sud en 1999. Et à chaque fois, eh bien, c'est quelqu'un qui prend des risques invraisemblables.
qui est fasciné par le danger, il veut aller là où il y en a le plus, hein, qui part le matin avec les avant-gardes, qui revient le soir avec les arrière-gardes, qui s'occupe plusieurs fois de secourir les blessés sous les balles. Hein, et là encore, les balles ont tendance à l'éviter, donc il trouve ça charmant, hein, parce que voilà, il peut faire un tas de choses. Et puis bon, il montre qu'il n'a pas peur, parce que les autres se cachent, se dissimulent, se baissent et sont touchés. Et lui, il ne se cache pas. Et il chevauche avec un cheval blanc et il n'est jamais touché. C'est pas juste, mais c'est comme ça. On voit qu'il s'est commandé, on voit qu'il est extrêmement brave, et puis on voit aussi évidemment qu'il a une chance assez peu commune. Alors, effectivement, la chance, par exemple, même la malchance le sert. C'est tout à fait extraordinaire le cas de Churchill, puisque, par exemple, quand il arrive en Inde, sa première arrivée à Bombay, il y a une barque, et comme il est toujours impatient, il se saisit de l'anneau qui est sur le quai, et à ce moment-là, la marée descend, le canot aussi, et lui, il reste accroché à l'anneau, et ça lui fait une torsion du bras, et du coup, le bras sort de son logement, et on ne pourra jamais le mettre vraiment en place. C'est-à-dire que dans les moments les plus embarrassants, c'est le bras droit en plus, dans les moments les plus embarrassants, eh bien, il a son bras qui sort du logement, il faut qu'il se couche par terre et qu'il se torde complètement pour remettre le bras dans le logement. Donc c'est quand même une fragilité assez ennuyeuse, surtout pour un officier de cavalerie. Et c'est ce qui va lui sauver la vie, parce qu'en 1898, quand il charge au Soudan avec les lanciers, eh bien, les officiers, ils chargent sabre au clair. Mais lui, il ne peut pas manier son sabre avec son bras qui se décolle, et donc il s'est équipé d'un Mauser à 10 coups. Et c'est ça qui lui sauve la vie, parce que s'il avait eu un sabre, il était mort, parce que l'arme blanche, les derviches, ils connaissent, donc il l'aurait coupé en rondelles. Mais là, avec son pistolet, dès qu'un derviche s'approchait de lui, eh ben, il l'abattait, et du coup, les autres avaient tendance à l'éviter, et donc il s'en tire indemne, alors que les autres sont à tout le moins blessés. Lui, il n'a rien grâce... voilà. Et toute sa vie, il sera comme ça. Ses erreurs, ses malchances, ses blessures, tout lui porte chance. C'est pas juste, mais vous verrez, c'est comme ça. Et puis en Afrique du Sud, 1899, vous avez l'épisode du train blindé, c'est tout à fait extraordinaire. Hein. Les bourgs, les Français disent les boers, mais ça se prononce les bourgs, hein, mettent des gros moellons sur les rails, ils font dérailler le train, et après, le train blindé, et après, évidemment, les occupants du train, les soldats, sont pris sous le feu. Et lui qui, en fait, n'est même pas militaire à ce moment-là, il est correspondant de presse, je vais vous en reparler, eh bien c'est lui qui ramène le conducteur blessé vers sa locomotive en lui disant qu'on ne peut pas être blessé 2 fois dans un même combat, ce qui est évidemment un petit peu bizarre, mais enfin bon, et qu'il aura une médaille, ce qui est encore plus bizarre puisqu'il n'est même plus militaire. Mais enfin, voilà, il arrive et pratiquement tout seul, il arrive à faire remettre tous les blessés sur la locomotive, à pousser les wagons qui empêchent la locomotive de partir et à faire évacuer tous les blessés. Après quoi, il redescend pour rejoindre le reste des militaires qui sont restés derrière dans les wagons. Et là, évidemment, il a un peu présumé de ses forces et il est capturé. Mais quand il est capturé, il s'évade. Et c'est ça qui est beau, évidemment. Et alors là, l'évasion, ça le rend célèbre. Et puis, autre trait, pour être Churchill, il faut être pauvre. Il est pauvre, Churchill. Hein. Winston, son père leur a laissé des dettes, sa mère est dépensière. Le château, ça appartient au grand-père. La famille a très peu d'argent. Et être officier, à l'époque, ça coûte cher, surtout officier de cavalerie, parce qu'il faut entretenir les chevaux, les poneys de polo, parce qu'ils jouent au polo, évidemment, ça coûte cher. Et puis il y a l'alcool qui coûte très cher aussi. Hein, et tout ça. Et donc, un officier, pour maintenir à peu près son standing, ça coûte à peu près 600 livres de l'époque par an. Lui, il en gagne 150. Donc, vous voyez, c'est pas... Alors, comment on fait pour compenser ? Eh bien, voilà. Déjà, pour aller à Cuba,
pour payer son voyage, il avait contacté un journal et avait proposé de faire envoyer des dépêches du conflit à Cuba. Ce qu'il fait, et comme c'est bien écrit et que c'est assez visionnaire, il faut bien le dire, eh bien, il se fait payer assez largement et il va faire de même en Inde, il va faire exactement la même chose au Soudan et en Afrique du Sud. C'est payé cher, ça permet d'aller se battre, de payer son alcool, d'assurer sa réputation aussi, parce qu'il n'oublie pas de mentionner ses exploits, évidemment. Hein, voilà. Jamais mieux servi que par soi-même. Et comme il y a beaucoup d'exploits, il y a beaucoup de choses à raconter, évidemment. Et puis ensuite, il en fait des livres. Hein. Un livre sur la campagne en Inde, 2 sur la campagne au Soudan, 2 sur la campagne en Afrique du Sud. Et tout ça, d'une part, ça lui rapporte beaucoup d'argent, et puis surtout, ça fait parler de lui. Alors évidemment, dans l'armée, c'est très mal vu, parce que dans ses livres, dans ses articles qu'il envoie à la presse, que tout le monde peut lire, il a la dent quand même assez dure. Hein. Il critique la stratégie de ses chefs, la politique des ministres dans ces pays lointains. C'est mal vu dans l'armée. Hein. D'ailleurs, dans n'importe quelle armée, un sous-lieutenant, puis un lieutenant qui se permet de commenter dans la presse la stratégie de ses chefs, qu'est-ce qu'on fait? On le met au trou, hein, c'est évident. Mais là, on ne peut pas. On ne peut pas pour 3 raisons. La première, c'est qu'il s'appelle Churchill. Et Churchill, c'est l'illustre John Churchill, duc de Marlborough. C'est comme si en France, on mettait un prince Napoléon en prison. C'est pas possible. Hein, impossible. Tout Anglais se met au garde à vous devant le nom de Churchill, même inconsciemment. Donc, c'est pas possible. La deuxième raison, c'est que sa mère est la maîtresse d'un grand nombre de gens influents, à commencer par le prince de Galles. Donc il n'est pas question de mettre en prison le fils de la maîtresse du prince de Galles. On aurait de gros ennuis, donc ils le savent. Donc voilà, il est intouchable. Puis il y a une troisième raison, c'est que c'est quand même un héros. On ne lui donne pas de médaille, on essaye d'éviter de lui en donner parce que c'est un empoisonneur. Mais on sait très bien qu'il les mérite, parce que tout ce qu'il fait, ça vaut largement. Le fait de secourir les blessés, le fait de se porter à la rescousse dans des endroits absolument invraisemblables, le fait de braver la mitraille, tout ça, c'est quand même assez extraordinaire. Puis comme il est correspondant de presse, tout le monde en entend parler. Donc voilà. Et pour toutes ces raisons, il est intouchable. Il est intouchable. Seulement, au bout d'un certain temps, il s'aperçoit qu'il adore ça. Hein. Si ça avait été mieux payé, il est probable qu'il aurait continué. Seulement, il dit quand même que c'est une vie purement végétative, hein, que pendant ce temps-là, il ne fait rien de vraiment utile. Parce qu'au fond, dès le départ, on le sait, on l'a vu, ce qu'il veut, c'est entrer en politique. Il veut faire comme son père. Hein, donc il y a la fascination du combat, qui ne le quittera jamais, et la fascination de l'écriture. Hein, il écrit bien, il le sait, il aime écrire. Donc il a cette deuxième vocation de journaliste, d'écrivain. Mais il y a la troisième qui l'attend. Et il sait qu'il est fait pour ça. Toujours pareil, parce qu'il faut qu'il soit comme son père. Et dès 1896, quand il est en Inde, sur son cheval, voilà, il croise un officier et il lui dit « Oui, vous savez, moi, je n'ai pas l'intention de rester très longtemps militaire, et d'ailleurs, je serai Premier ministre d'Angleterre. » Ah bon? L'autre le regarde un petit peu de travers. Et il le dit à tout le monde. Quand il est en Afrique du Sud, il dit au fils du chef de gare oui, moi je suis là comme correspondant de presse, oui, c'est bien, et puis j'aime bien voir la bataille, participer à la bataille, bien entendu. Il ne peut pas voir une bataille sans y participer, hein, ça c'est physique. Mais, mark my words, hein, repensez bien à ce que je vais vous dire. Un jour, je serai Premier ministre d'Angleterre. Tout le monde autour de lui rit à gorge déployée, les Sud-Africains, les soldats anglais. Oh, regardez ce petit rouquin qui va être Premier ministre d'Angleterre, etc. Bon.
un jour de 1940, le fils du chef de gare qui était là, d'un seul coup, sursaute, il dit « Nom de Dieu, il a réussi !» Tout le monde dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et il raconte qu'en 1899, voilà, il se vantait d'être Premier ministre d'Angleterre. Là, on anticipe. Avant d'être Premier ministre, il faut être ministre. Avant d'être ministre, il vaut mieux être député. Et pour être député, c'est pas facile quand on s'appelle Winston Churchill et qu'on n'a pas un sou. Parce qu'en plus, il a un léger bégaiement et un assez fort zézément. Il a du mal à prononcer les S, ça s'appelle la lisp, ça fait ch comme ça. Voilà, bon, c'est pas facile. Il est assez gaffeur. Et puis, ce qui explique d'ailleurs beaucoup son héroïsme pendant ces campagnes dont je vous ai parlé, il croit qu'il faut avoir des médailles pour entrer au Parlement. Et donc, il a tout fait pour avoir des médailles. En fait, il ne les aura pas, mais il va entrer au Parlement quand même. Il s'y prépare depuis qu'il a 22 ans, même dans ses garnisons en Inde. Il lit tout le temps de l'histoire de la politique, de l'économie, de la philosophie, les chroniques parlementaires, tout ça. Et comme il a une mémoire extraordinaire, il digère et il connaît tout ça par cœur. Hein. Et puis bon, à Londres, il fréquente des ministres, il fréquente des députés, d'ailleurs il y en a dans la famille. Et puis quand même, il s'est fait connaître avec ses exploits, son évasion, et ses livres surtout. Hein, et donc il est assez populaire. Et finalement, en 1900, il entre effectivement au Parlement. Alors là, on voit tout de suite qu'il a un don d'éloquence naturelle, enfin, qui n'est pas naturel, qui est très travaillé. Hein. Il apprend ses discours par cœur, hein, il les récite, et puis, c'est beau, hein, c'est patriotique, c'est la gloire du Parlement, du roi, de la démocratie, de l'Empire, et puis il a ce don de faire des belles phrases cadencées avec des allitérations, des métaphores, des rythmes triples, hein, et ça réveille même les députés les plus somnolents. Hein. Pour ma part, je ne vois point de gloire dans un pays qui règne sur les mers, mais est incapable de vider ses égouts. Vous voyez, ça c'est le genre de choses, évidemment. Ça impressionne quand même. Puis l'autre chose qui impressionne, évidemment, c'est qu'il n'arrête pas de changer de parti. Hein, au départ, il est conservateur en 1900 quand il est élu, mais en 1904, il passe aux libéraux. Puis en 1924, il retourne aux conservateurs. Puis en 1931, il devient conservateur d'opposition. Et puis ça va continuer comme ça. Hein. Alors il explique ça assez bien. Certains changent d'idée pour l'amour de leur parti. Moi, je change de parti pour l'amour de mes idées. Voilà, c'est tout simple. Hein, voilà. Ou alors ceci, après sa deuxième ou troisième redéfection, tout le monde peut retourner sa veste, mais il faut un certain talent pour la remettre à l'endroit. Vous voyez, oui. Et résultat des courses, il se trouve toujours au bon endroit au bon moment, et il sera 11 fois ministre quand même. Hein, vice-ministre des colonies, ministre du commerce, ministre de l'intérieur, ministre de la marine de guerre, hein, premier lord de l'amirauté. Ministre du duché de Lancastre, ministre de l'armement pendant la guerre, ministre de la guerre, ministre de l'air, ministre des colonies, ministre des finances, ministre de la marine encore, etc. En 1939. Vous voyez, alors c'est un bon ministre, c'est un très mauvais politicien. Hein, pourquoi ? Parce que c'est le contraire du politicien tel qu'on le connaît. Le politicien tel qu'on le connaît, il fait la cour à l'opinion publique. Et lui, il va à l'encontre de ce que pense l'opinion publique. Voilà, s'il n'a pas les mêmes idées que l'opinion publique, c'est l'opinion publique qui a tort, et on attendra qu'elle change d'avis. Hein. Résultat des courses, sur l'Inde, sur l'abdication du roi Édouard VIII, sur le réarmement surtout, et il va totalement à contre-courant. Le réarmement, c'est quelque chose, surtout à partir de l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Tout le monde en Angleterre est profondément pacifiste, hein, et lui, il est pour le réarmement. Et donc, évidemment, il n'est pas populaire. Il n'est pas populaire du tout, d'ailleurs. Et même, je peux même dire qu'en 1938, c'est le politicien le plus impopulaire d'Angleterre. Hein. Le Pen, à côté, c'est un modèle de popularité, à côté de Churchill de 1938. Il a fait toutes les gaffes possibles et imaginables, donc tout le monde le déteste. Et on peut penser qu'il aurait connu une carrière aussi comme son père, une sorte de carrière météorique avec une ascension fulgurante suivie d'une chute brutale, hein, un petit peu aidée
par son impulsivité, son excentricité et un léger manque de sobriété, s'il n'était pas arrivé entre-temps, dans la première moitié du XXe siècle, eh bien, 2 conflits d'ampleur mondiale. Et là, évidemment, vous allez voir l'artiste de la guerre, l'artiste de l'organisation de guerre. Il faut vous dire que dans l'Angleterre de l'époque, les politiciens ne connaissent pas la guerre, ils craignent la guerre, ils détestent la guerre et ils sont perdus complètement dans des situations de guerre. Parce que là, la démagogie ne joue pas, hein, et on ne sait plus quoi faire. Churchill, c'est le contraire. Il connaît la guerre, il ne craint pas la guerre, il aime la guerre. Il n'est pas belliciste, hein, il est plutôt pacifique. Mais quand la guerre est commencée, il faut la gagner. Et là, il devient belliqueux. Alors, il y a déjà la Première Guerre mondiale, où il commence comme premier lord de l'amirauté, ministre de la Marine, hein, assez prodigieux. C'est quand même le grand organisateur de la marine de guerre anglaise entre les années 1911 et 1915. Hein. C'est lui qui fonde les services de renseignement de la marine, c'est lui qui est d'interception, c'est lui qui fait en sorte qu'on renonce au charbon, qu'on remplace le charbon par du pétrole dans les cales des navires de guerre. Donc ça augmente énormément à la fois leur vitesse et leur autonomie, une énorme supériorité sur la marine allemande. Et puis bon, les Dardanelles, ça l'oblige en 1915, ça l'oblige à démissionner. Mais on lui donne une sinécure. Il ne veut pas de sinécure, il veut aller se battre. Donc il vient dans les tranchées de France. Hein, on le voit dans le nord de la France, en Belgique. Hein, et puis en 17, ministre des Armements. Alors, évidemment, il n'a pas le pouvoir. Hein, il a peu de pouvoir. Mais, parce que le pouvoir, c'est le Premier ministre, Asquith, et Kitchener, le ministre de la Guerre, qui sont tous les deux totalement incapables. Hein, ils ont atteint leur plus haut niveau d'incapacité, il faut bien le dire. Hein. Mais lui, Churchill, il a des dons. C'est un inventeur génial. Hein. C'est lui qui va inventer le tank. C'est lui qui invente les péniches de débarquement avec des proues rabattables qui resserviront bien plus tard, hein, pour le débarquement de Normandie. Mais on a déjà ces plans qui datent de 1917. Hein. Voilà. C'est un homme qui s'est délégué, qui s'est organisé, qui demande l'impossible et qui l'obtient. Hein, les Anglais avaient cette habitude, qui non plus, mais qu'on a contractée depuis longtemps, c'est qu'ils se mettent tout le temps en grève. Et surtout en temps de guerre. Alors ça, c'est très gênant, évidemment, surtout en 17, 18, les grandes offensives allemandes, les grèves. Alors Churchill, en tant que ministre, va là-bas et leur fait un grand discours pour les encourager et leur dit, voilà, eh bien, écoutez, vous êtes le front de l'arrière, qui est tout aussi important que le front de l'avant. Et ceux qui seront encore en grève demain auront le grand privilège d'aller servir sur le front de l'avant, moyennant une solde modique, etc. Voilà. Et donc les ouvriers qui voulaient une augmentation de paye se disent que c'est peut-être pas une bonne idée d'aller se faire tuer sur le front de Flandre, donc ils reprennent le travail dès le lendemain. Et ils sont tellement galvanisés par le discours de Churchill qu'après, ils font une grande manifestation pour qu'on renonce à la pause du thé. Vous vous rendez compte des Anglais qui manifestent pour renoncer à la pause du thé. Il faut vraiment que ce soit l'éloquence de Churchill pour avoir amené des ouvriers, surtout des ouvriers anglais, syndicalisés et tout, à renoncer. Voilà. Mais ça, c'est l'effet de Churchill. Hein. Alors, ce qu'on voit quand il vient en France pour se battre dans les tranchées, c'est qu'une fois de plus, il a un courage absolument suicidaire. Hein. Il va vers les lignes allemandes, il va là où ça tire, il se met devant les tranchées, il y a des balles qui tapent sur sa gourde, sur sa lampe de poche, sur son casque, etc. Mais lui, il n'a jamais une égratignure. C'est pas juste, hein, mais c'est comme ça. Il y a beaucoup de morts autour de lui, mais lui, il n'a jamais rien. Hein, il y a une cagnale dans les tranchées là, avec 2 officiers, et puis d'un seul coup, il y a un obus qui tombe en plein dessus, hein, qui décapite ceux qui sont dedans. Sauf que lui, il avait été appelé 10 minutes avant par un général désœuvré qui voulait parler avec un politicien. Donc voilà, il était sorti, il était indemne. Donc toute sa vie, ce sera comme ça, hein, ça tombe tout autour, et lui, il n'a jamais rien. Et alors il le dit d'ailleurs, oui, il semble que la Providence le
le bon Dieu m'a réservé pour des tâches plus élevées. Ce qui est quand même intéressant de la part de quelqu'un qui n'est pas croyant. Hein, donc voilà. Alors, pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors là, on va le voir dans sa plus grande splendeur, parce que là, il a le pouvoir, évidemment. C'est un organisateur extraordinaire. C'est quelqu'un qui sait faire travailler les autres. Il est féroce comme organisateur. Hein. D'ailleurs, il envoie ses instructions avec des petites étiquettes rouges sur lesquelles il y a écrit « Action this day hein, ». Voilà, pour action immédiate. Et s'il n'y a pas d'action immédiate, eh bien, ça fait beaucoup de bruit. Hein, et on voit des vieux messieurs au Foreign Office ou au War Office qui courent dans les couloirs quand ils ont reçu l'instruction de Churchill, parce qu'ils savent que sinon, ils auront de gros problèmes. Et puis, ils reçoivent des petites notes écrites à l'encre rouge avec ceci « Veuillez me faire savoir en quoi la situation s'est améliorée depuis ma note d'hier. » Vous voyez un petit peu l'ambiance dans laquelle il fait travailler les gens. Hein. Voilà, c'est un aiguillon, Churchill. Hein. L'été de 40, c'est sa plus belle heure. Mais il a mis tout le monde au travail. Ces Anglais étaient assez indolents. En 1939, ils commençaient la guerre avec des mœurs de temps de paix. Ils partaient en week-end. Et tout ça a été terminé à l'été de 1940 parce que Churchill était là. En même temps, c'est un inventeur, c'est un propagandiste de génie. C'est l'orateur que vous savez, évidemment. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the hills and in the streets. We shall never surrender. Et puis, tous les autres, les bien connus. Hein, never in the field of human conflict have so many owed so much to so few. Hein, voilà. Et puis en 42, it is not the end, it is not even the beginning of the end, but it is perhaps the end of the beginning. Alors, c'est beau, hein? Et puis il y a ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on voit pas, mais ce qui est encore plus efficace, c'est sa correspondance avec Roosevelt. C'est Roosevelt, président des États-Unis, neutre, isolationniste. Hein? Et c'est lui qui va arriver à décider, Roosevelt a aidé l'Angleterre, alors que les Américains, on ne le sait pas, mais à l'époque, ils n'aimaient pas les Anglais du tout. Hein, ça datait de la guerre d'indépendance. Puis ils avaient un grand mépris pour Chamberlain, en plus. Hein. Mais Churchill, c'est différent. D'abord parce qu'il est à moitié américain. Et puis parce qu'on sait que Churchill, il capitulera jamais. Hein. Et donc, on lui envoie de l'aide, grâce à laquelle on gagne la bataille d'Angleterre et on ne perd pas la bataille de l'Atlantique. Mais sans l'aide américaine, on n'y serait probablement pas arrivé. Hein. Alors voilà, très autoritaire, dictatorial. Hein, all I ask for is compliance with my wishes after reasonable discussion. Tout ce que je demande, c'est qu'on se plie à ma volonté après un temps de discussion raisonnable. Et il ne demande pas beaucoup, il ne demande que ça. Hein, voilà. Alors évidemment, et puis bon... c'est fatigant, hein, son entourage. J'ai parlé à beaucoup de membres de son entourage. Il était tuant, il était fatigant. Il nous empoisonnait jusqu'à 4 heures du matin. Il nous empestait avec son cigare, avec ses idées. Mais c'était un volcan qui entrait tout le temps en éruption. Hein. D'ailleurs, c'est Roosevelt qui a dit de lui Churchill a 200 idées par jour, dont 4 seulement sont bonnes. Mais il ne sait jamais lesquelles. Ce qui est vrai. Hein. Alors évidemment, on a répété ça à Churchill qui a répondu « Le président a tort de dire ça parce que lui, il n'en a aucune. » Oui, évidemment. Mais parmi celles qui ne sont pas bonnes, il y en a qui sont potentiellement catastrophiques, il faut bien le reconnaître. Hein. Déclarer la guerre au Brésil, débarquer en Norvège, renvoyer De Gaulle à Alger enchaîné s'il le faut, etc. Heureusement, il est bien entouré. Et il le sait quelque part qu'il a besoin. Il a souvent été sur la Côte d'Azur, donc il connaît un petit peu les gens du Midi. Et il aurait tout à fait pu dire « Retenez-moi ou je fais un malheur ». Et là, il prend d'instinct des gens qui sont capables de le contenir. Il a besoin de ça. Et il a besoin de ça parce que, avec tout ce que je vous ai dit sur cet homme de guerre remarquable,
c'est aussi un stratège très inquiétant. Il n'a pas été formé à la stratégie, je vous l'ai dit. Les lieutenants de cavalerie, on les formait à la tactique, pas à la stratégie. Et donc, il faut qu'il réinvente. Et il y a des tas de préceptes de la stratégie, ceux qu'on enseigne au collège de guerre, et qu'il ne connaît pas ou qu'il méprise. Par exemple, la concentration des forces. Il n'arrête pas de pousser ses généraux à attaquer avant même d'avoir la quantité de forces suffisante pour que ce soit un succès, notamment dans le désert de Libye. Autre chose, l'interdépendance des théâtres d'opération, ça il ne connaît pas. Il est tout le temps tenté d'abandonner un théâtre d'opération pour en prendre un autre, ou d'attaquer sur plusieurs fronts à la fois. Pareil, l'adaptation des buts poursuivis aux moyens disponibles. Voilà, là aussi, il veut débarquer en Norvège, en Sicile, en Afrique du Nord, tout ça en même temps, alors qu'il n'y a pas les moyens, bien entendu. Et puis la logistique, c'est une chose dans laquelle les Américains sont passés maîtres, mais que lui ne connaît pas, parce que de son temps, en Afrique du Sud, on débarquait les soldats avec un petit peu de pain, voilà, un petit peu d'eau, quelques balles, et puis voilà, la campagne était lancée. Mais là, c'est plus du tout comme ça. Une armée moderne a besoin, évidemment, d'énormément de logistique, d'approvisionnement, de spécialistes, de trains. C'est une autre guerre, c'est très perfectionné. Et Churchill, lui, ça ne lui parle pas, tout ça. Pour lui, c'est la queue de l'armée, c'est les planqués qui sont derrière. Donc il n'arrête pas de le dire. Il dit à son chef d'état-major, le maréchal Brooke, il lui dit « Votre armée est comme un paon, elle est tout en queue ». Mais là, il est mal tombé parce que le maréchal Brooke, qui est un stratège prodigieux, heureusement, c'est aussi un ornithologue distingué. Et il lui répond « Monsieur le Premier ministre, le paon sans sa queue serait un oiseau complètement déséquilibré. » Et là, Churchill est obligé de s'incliner. Alors voilà, ça c'est ce qu'on disait il n'y a pas très longtemps au sujet justement du livre de Boris Johnson, qui est très bien fait. Ce n'est pas une biographie, mais c'est une belle hagiographie de Churchill. Mais il y a une chose qui ne va pas, c'est le sous-titre « Comment un homme seul a fait l'histoire ». Mais Churchill n'était pas un homme seul. S'il avait été un homme seul, il n'aurait pas fait l'histoire. Il était très bien entouré. Il lui fallait des gens comme Eden, comme Attlee, comme Bevin, pour la diplomatie et puis surtout pour la guerre, ses chefs d'état-major, Brooke, Portal, Cunningham, voilà, tous ces gens-là, l'amiral Pound, Ismay, le malheureux Ismay, il a beaucoup souffert, Sir John Deal, etc., tous ces gens qui l'encadrent. Et puis le vieux maréchal sud-africain, Smuts, le vieux sage, qu'il avait connu pendant la guerre des Boers, quand il était de l'autre côté, et qui était devenu son conseiller, qu'il avait nommé maréchal d'Empire et qui lui donnait de sages conseils. Sans ces gens-là, sans le roi d'ailleurs, qui avait aussi un effet calmant sur lui, il serait entré en effervescence un peu trop souvent et il aurait probablement fait des catastrophes. Après cela, si on veut comprendre Churchill, il faut évidemment suivre Churchill, l'écrivain. On l'a vu comme journaliste, on va voir qu'il n'a jamais renoncé à sa carrière d'écrivain. C'est un écrivain compulsif, 37 livres, sans compter les centaines d'articles et les 3472 discours. Et on ne distingue pas entre tout ça parce que Churchill avait l'habitude d'écrire ses discours et de les apprendre par cœur et de dicter ses livres. Donc pour lui, c'était le même exercice. Alors, déjà, il faut le voir à l'œuvre. Il écrit dans son lit, avec une perruche sur la tête, avec un chat sur les genoux, avec un caniche sur les pieds, jusqu'à midi, avec son petit déjeuner, les reliefs du petit déjeuner, des journaux, la cendre du cigare. De temps en temps, il se trompe, et il envoie le cigare dans la corbeille à papier, donc ça fait un feu. Donc il faut que le valet arrive avec de l'eau de sels pour éteindre le feu qui commence, etc. Enfin bon, c'est quand même... Mais bon, les résultats sont quand même à la mesure. Regardez, par exemple, son livre « My Early Years », mes jeunes années, déjà, c'était déjà un chef-d'œuvre.
Et il raconte par exemple ce qu'il aurait pu faire s'il n'avait pas été reçu à Sandhurst. Alors bon, il dit, voilà, j'aurais pu être archevêque, imaginez archevêque, homme d'affaires, etc. Bon, il fait toute la liste. Et puis après, il dit ceci, j'aurais même pu m'en aller graviter du côté du barreau et mes talents d'avocat auraient conduit à la potence de fiefés coquins qui remâchent aujourd'hui avec complaisance leurs coupables secrets. Et puis il y a dans ses autres livres, The World Crisis sur la Grande Guerre, c'est ainsi que la malveillance des méchants se renforça de la faiblesse des vertueux. Ah, c'est beau. Ou bien ceci, le lecteur de ces lignes doit comprendre combien est opaque et déroutant le voile de l'inconnu. Ça, c'est très beau aussi, parce qu'il essaye de faire comprendre au lecteur que dans la guerre, on ne sait pas ce qui va se passer dans la minute qui suit, et que donc, voilà, quand on prend une décision, on ne prend pas la meilleure décision, on prend la moins mauvaise dans l'instant où, et voilà, et on ne sait pas si on sera encore vivant dans l'heure suivante. Et, voilà, il essaye de vous rendre cela, et il le fait très bien. Et puis, évidemment, c'est encore plus beau, évidemment, en anglais. History, with its flickering lamp, stumbles along the trail of the past, trying to reconstruct its scenes, to revive its echoes, and kindle with pale gleams the passions of former days. Voilà, l'histoire avec sa lampe vacillante qui avance d'un pas incertain sur les chemins du passé, en s'efforçant de reconstruire ses scènes, de raviver ses échos, et de rallumer de ces pâles lueurs les passions des jours révolus. Écoutez, c'est pas n'importe qui peut faire des phrases pareilles, évidemment. Et c'est pour ça, et c'est quand même tout à fait normal qu'il ait reçu le prix Nobel de littérature en 1953, non pas pour ses livres sur la Seconde Guerre mondiale, parce que tout le monde savait que c'était un travail d'une équipe. Il s'était mis à 12 pour faire ça. Lui avait Churchillisé l'ensemble, mais voilà, on n'a pas trop mentionné au moment on lui a donné le prix, mais il y avait les 35 autres livres, donc évidemment, c'était normal. Et quand on lui annonce qu'il a reçu le prix Nobel de littérature, il dit « Ah bon, je ne savais pas que j'écrivais aussi bien ». En attendant, ça lui rapporte beaucoup d'argent et ça lui permet de satisfaire ses goûts dispendieux. Parce qu'il a coutume de dire « I am usually satisfied with the very best ». Je suis un homme de goût modeste, je me contente toujours de ce qu'il y a de mieux. Alors dans ce qu'il y a de mieux, évidemment, il faut bien le dire, il y a l'alcool, le whisky, le cognac, le sherry, le champagne, le vin blanc, oui. Pas de gin, il détestait ça. Et puis, vers la fin de sa vie, quand même, il dit à son médecin, quand même, ça fait quand même 75 ans, pendant 75 ans, il a été alcoolisé de 4 heures du matin, de 8 heures du matin à 4 heures du matin, quand même. Il faut bien voir ça, c'est quand même impressionnant, pendant 3/4 de siècle. Alors, quand on dit que l'alcool conserve, c'est pas totalement faux non plus. Et vers la fin de sa vie, d'ailleurs, son médecin lui avait dit quand même, Winston, c'est peut-être pas une très bonne idée de boire autant, etc. Et un jour, il arrive triomphalement voir son médecin, il dit « Charles, j'ai décidé de renoncer au cognac et je l'ai remplacé par du Cointreau. » Mais s'il est vrai que Churchill était totalement imbibé toute la journée, il est tout aussi vrai qu'il n'était jamais saoul. Personne ne peut se vanter d'avoir vu Churchill sous. D'ailleurs, il disait toujours « J'ai le plus grand mépris pour les gens qui sont sous. Quand on ne tient pas le pétrole, on ne boit pas. » Ce qu'il avait dit à son fils, d'ailleurs, et qui n'en a pas tenu compte, parce que lui, le fils, il buvait 1 litre de gin pur par jour, et il est mort 3 ans après son père, parce qu'il n'avait plus de foie. Donc, vous voyez que ça ne réussit pas à tout le monde. Et puis le fils, par contre, il ne dessoulait jamais, ou presque. Donc, vous voyez, ça, c'est pas forcément à recommander. Mais enfin, l'alcool, ça faisait partie de sa vie, et même peu avant la Seconde Guerre mondiale, un milliardaire lui avait offert une somme considérable s'il arrêtait
de boire du cognac, et il avait répondu « Ah non, je ne peux pas faire ça, parce que sans cognac, la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue. » Mais à un moment où il était ruiné quand même. Alors vous voyez un petit peu le personnage. Il faudrait aussi vous parler de l'artiste. À partir de 1915, quelqu'un qui n'avait jamais touché un pinceau, il voit qu'on avait offert à ses neveux une palette avec des peintures, et il regarde ça, il s'essaye un petit peu, et il s'aperçoit qu'il peut faire quelque chose, mais qu'il est intimidé par le chevalet, par la toile. Et heureusement, dans son entourage, il y avait de grands peintres, certains célèbres, et il va recevoir effectivement les conseils des plus grands peintres de son époque, aussi bien les Français que les Anglais. Et il va devenir très très bon. Au début, c'est un peu naïf, et puis petit à petit, ça devient tout à fait excellent. Déjà avant la guerre, d'ailleurs, il expose dans une galerie sous le pseudonyme de Charles Morin. Et comme c'est très beau, il en vend. Il est très heureux. Hein. Bon, ça lui rapporte un tout petit peu, mais le fait d'avoir pu exposer dans une galerie en France et d'être vendu, pour lui, c'est extraordinaire. Alors, il aimait beaucoup peindre dans le midi de la France, parce que là, il y avait de la lumière, il y avait la lumière qu'il lui fallait. En Angleterre, il en avait moins. Et donc, il peignait. Et il peignait, par exemple, à Cannes, près de la plage, là, et puis il y avait des badauds autour qu'il regardait. Et puis, à un moment, il y en a un qui s'approche, qui regarde, en 1922, à Cannes. Puis il lui dit, c'est pas mal ce que vous faites, hein, c'est pas mal. Vous savez que vous pourriez gagner votre vie comme ça. Hein, oui, il faudrait continuer, c'est bien. Puis il s'en va. Et puis Churchill se retourne vers les badauds et il leur dit, mais qui est ce monsieur ? Et il y en a un qui lui dit, oh, c'est une sorte de fada, c'est un espagnol, et il s'appelle Picasso. Churchill, ce qui fait Churchill, c'est l'histoire. L'histoire, il la connaît, et non seulement il la connaît, mais il la comprend. C'est De Gaulle qui disait « Oui, Bidault, il comprend, il connaît l'histoire, naturellement il la connaît puisqu'il l'enseigne, mais il ne la comprend pas. » Et pour De Gaulle, qui lui aussi la comprenait, Churchill était un de ces rares interlocuteurs qui comprenait le sens de l'histoire. 2000 ans en arrière, 100 ans en avant, les causes, les effets, tout cela, et ce qu'on fait au milieu de tout cela. Et Churchill disait à ses enfants, plus on regarde loin dans le passé, plus on voit loin dans l'avenir. Et vous allez voir que Churchill était quelqu'un qui voyait très loin dans l'avenir. Hein. Et puis, Churchill, c'est quelqu'un qui a en permanence conscience de travailler sous l'œil de l'histoire. Alors, par exemple, en 1936, il dit au Premier ministre Stanley Baldwin, « L'histoire dira que vous avez eu tort dans cette affaire, et si je le sais, c'est parce que c'est moi qui l'écrirai. » Mais aussi, travailler sous l'œil de l'histoire, c'est quand même pour lui quelque chose de très concret. Le 14 juin 1940, après Dunkerque, il veut renvoyer 2 divisions anglaises en France pour se battre, alors que les Allemands sont déjà à Paris. Hein. La situation est quand même assez désespérée. Et ses chefs d'état-major lui disent « Winston, ça ne pourrait pas attendre un peu quand même, voir un petit peu que les choses se décantent ?» Et Churchill répond « Certainement pas. L'histoire nous jugerait très sévèrement si nous devions faire une telle chose. » Donc oui, il travaillait pour l'histoire. C'est très étonnant. Ils se sont surveillés par l'histoire. Churchill, ce sont les animaux. Toute sa vie, Churchill sans les animaux, c'est comme Churchill sans l'alcool, c'est pas concevable, il ne peut pas vivre sans animaux. Et donc il est en permanence entouré depuis son plus jeune âge. Hein. Et puis ensuite, surtout quand il s'installe dans sa propriété de Chartwell, il y a des chiens, des chats, des perruches, des béliers, des carpes, des chevaux, des vaches, des chèvres, des blaireaux, un renard, des cochons, des canards, des cygnes, j'en oublie sûrement, c'est absolument incroyable tout ce qu'il peut y avoir là-dedans. Il ne peut pas s'en passer. Et pour lui, c'est comme il leur parle comme à des êtres humains. Pour lui, les chats, ce sont les animaux les plus réussis de la création, ce qui montre sa clairvoyance. Hein. Mais voilà, les animaux, pour lui, ce sont des personnes. Il faudrait parler de son français. C'est la seule langue étrangère qu'il maltraite couramment.
Alors évidemment, pour comprendre son français, il faut connaître l'anglais, hein, parce que c'est calqué, c'est du français d'écolier. Alors il dit aux Français, nous sommes gens qui vous pouvez compter sur. Ouais, ça, en anglais, ça marche. Nous devons faire bonne. We must make good. Voilà. Bon. C'est le moment pour frapper le mot droit. Bon, voilà, it's time to hit the right note. Hein, c'est le moment de prendre le ton juste. Hein, voilà, bon. À De Gaulle, général, si vous m'obstaclerez, je vous liquiderai. Après la guerre, il arrive en Belgique, Anvers. Discours en français, je suis très heureux d'arriver aujourd'hui à l'Anvers. Bon, et puis après, il continue vers la capitale. Vive la Bruxelles. Oui, bon. Et ça continue. Alors évidemment, il était convaincu qu'en fait, c'était juste un petit problème. Il disait les le à la place des la et les la à la place des le. Oui, bon, d'accord. Mais bon, c'était pas toujours très réussi. À Paris, par exemple, il essaye d'expliquer à des journalistes comment fonctionne la Chambre des communes. Quand il est Premier ministre, il essaye d'expliquer comment sont placés les ministres et les députés derrière lui, et ça donne ceci. Eh bien, quand je regarde ma derrière, je vois qu'elle est divisée en deux parts. Alors l'ambassadeur, à la fin du discours, l'ambassadeur est là, alors il dit « Alors, Duff, j'ai été bon ?» L'ambassadeur dit « Oui, Winston, c'est bien, mais juste un tout petit détail, en français, il n'est pas coutumier de dire ma derrière. » Réponse de Churchill. « Oh, I suppose I should have said mon derrière. » Voilà, vous voyez un petit peu. Bon, Churchill comprenait l'ensemble du problème linguistique, puisque à Marrakech, en 1944, il avait dit à De Gaulle « Maintenant que le général parle si bien anglais, il comprend parfaitement mon français. » Oui, évidemment, c'était un prérequis, si j'ose dire, hein, pour comprendre le français de Churchill. Il s'est toujours lancé bravement à la conquête du français. Et il faudrait s'intéresser à sa santé. Hein. C'était un farouche combattant, mais c'était aussi un combattant contre la maladie. Hein. Voilà un homme qui a eu plusieurs pneumonies, dont une double avec extrême onction à la clé. Hein. Il a survécu quand même. Hein. Il est tombé d'un sapin de 8 mètres. Il a été écrasé par une voiture à New York. Il a été bombardé des dizaines de fois, et des balles de sniper. Il a servi de cible pendant 50 minutes aux bourses quand il est sur sa locomotive. Il avait enlevé son casque. Il était roux. Il était au milieu. Il était la principale cible. Tous les autres au milieu, tous les autres autour étaient touchés, mais pas lui. Hein. C'est pas normal. Hein. C'est comme ça. Hein. Il a été électrocuté. Il a eu une crise cardiaque. Il a eu une bonne demi-douzaine d'accidents vasculaires cérébraux, et il a vécu jusqu'à 90 ans, ce qui est quand même assez remarquable. Il y a deux choses dont on ne peut pas se passer si on veut finir le tableau de Churchill. La première, ce sont ses prophéties. Est-ce que c'est parce qu'il voyait loin dans le passé qu'il pouvait voir loin dans l'avenir? On ne sait pas. Mais c'est quand même très extraordinaire. Une de ses amies d'enfance, Violette Asquith, avait dit Winston a des antennes branchées sur l'avenir. Mais le pire, c'est que c'est vrai. Quand vous voyez ce qu'il écrit, c'est quand même très impressionnant. Regardez, en 1911, quand il est ministre de l'Intérieur, donc il se mêle de ce qu'il ne regarde pas, mais il se mêle toute sa vie, il s'est mêlé de ce qu'il ne regardait pas, hein, donc ça, il faut s'y faire. Mais en 1911, il décrit la bataille de la Marne avec le début, la fin, et il se trompe d'un jour. C'est quand même impressionnant. En 1911, on lit ça, on dit oui, alors tout y est. En 1911, il sait déjà que voilà, la France sera alliée à la Russie, à l'Angleterre, et que de l'autre côté, il y aura l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Et que voilà, les Allemands envahiront la France, ils se dirigeront vers Paris,
mais que vers le 40e jour, à ce moment-là, il y aura moyen de lancer une contre-offensive. Bataille de la Marne, c'était le 38e jour. Il s'est trompé de 2 jours. Quand même, 3 ans à l'avance. On a ressorti ça au moment de la bataille de la Marne, évidemment. Ça impressionnait beaucoup de monde. En 1933, il décrit la bataille d'Angleterre avec 7 ans d'avance. C'est quand même curieux. En juillet 40, qu'est-ce qu'il dit à son secrétaire? Hitler doit nous envahir ou échouer. S'il échoue, ce qui est inévitable, il va se reporter vers l'Est. Juillet 40, juste au moment où Hitler est en train effectivement de commencer à mettre ses généraux sur les plans d'attaque à l'Est. C'est quand même fabuleux. 1943, début de 1943. Oui, quand la guerre s'achèvera, je serai un vieux monsieur, j'aurai 70 ans. Bah oui, mais comment il sait que la guerre va s'achever en 1945 ? Personne ne peut savoir une telle chose en 1943. Ça fait peur quand même. Quand on est au milieu d'une guerre, personne ne peut vous dire quand elle va s'achever. Lui, il le dit, bah si j'aurai 70 ans, voilà, donc ce sera en 1945. Ah bon ? Oui, oui. Et ça lui semble tout à fait naturel. 1953, à son secrétaire, Sir John Colville. Si vous vivez jusqu'au terme normal de votre vie, vous verrez assurément l'Europe de l'Est libérée du communisme. Et son secrétaire est mort 2 ans trop tôt, et il n'a pas vu l'Europe de l'Est libérée du communisme. Mais c'est extraordinaire. Et la même année, lorsque les progrès, enfin à la Chambre des communes, lorsque les progrès des armes de destruction permettront à tout le monde de tuer tout le monde, personne n'aura plus envie de tuer personne. Bien là, vous voyez, il a anticipé, il a prévu l'équilibre de la terreur avec 10 ans d'avance. Quel est l'autre député, homme d'État, journaliste, écrivain, etc., guerrier, qui en 1924 vous parle dans un article de journal de la bombe atomique qui peut détruire une ville entière. 1924, il a quand même 20 ans d'avance. Personne ne pense même à l'atome qu'on puisse mettre dans une bombe. Lui, si, il a écrit ça. Vous voyez, c'est quand même... Et alors, quand on lui demande, déjà au collège, un camarade de collège qui devient médecin ensuite, il lui dit oui, de là où je serai, je serai une situation élevée et je sauverai l'Angleterre et Londres d'un grand danger. Bon, 1889 quand même, c'est quand même étonnant. Et l'autre lui demande des précisions, mais alors tu seras quoi, un général? Qu'est-ce que tu seras? Je ne sais pas, répond Churchill, les rêves d'avenir sont voilés, mais l'essentiel est bien clair. Vous voyez un petit peu cet esprit, c'est quand même étonnant comment ça fonctionne. Et là, je vous en ai cité quelques-uns, mais il y en a des pages entières de prophéties de Churchill qui se réalisent à 10 ans, 20 ans, 30 ans d'intervalle. C'est quand même curieux. Enfin, il fait un roman en 1896 dans un bateau. Il s'ennuie, il écrit un roman qui s'appelle Savrola, qu'on peut toujours voir, qu'on peut toujours lire. Et là, il décrit l'affaire des Dardanelles, avec quand même près de 20 ans d'avance. C'est quand même curieux. Voilà, les défilés, la flotte qui passe devant le défilé, etc. Mais c'est les Dardanelles. Comment il peut faire tout ça? C'est très étrange. Et puis enfin, voilà, on ne peut pas terminer notre portrait, on ne peut pas faire revivre Churchill sans parler de son humour. Il a une prédisposition à l'humour qui n'est pas naturelle dans sa famille. C'est pas des drôles dans la famille. C'est pas des comiques. Loin de là. Il y a le grand-père, le grand-père maternel, oui, Léonard Jérôme. Les autres, surtout les parents, non, c'est pas l'humour, c'est pas leur vertu cardinale. Mais lui, si.
Et puis il s'est aperçu que l'humour, c'était une arme en politique, donc il s'en est servi. Alors quelquefois, il prépare son humour, même parfois 10 ans ou 20 ans à l'avance. Il assaisonne des choses pour qu'il puisse les ressortir après, avec des choses qu'il voit dans des journaux. Il dit, tiens, ça, il pourra les ressortir. Et comme il a une mémoire d'éléphant, évidemment. Mais très souvent, c'est improvisé aussi. Souvenez-vous, une qui est très connue, c'est Lady Astor, qui l'attend sur les marches du Parlement. Il est révolté, il lui dit Monsieur Churchill, si j'étais votre épouse, je verserais du poison dans votre café. Et réponse de Churchill et moi, madame, si j'étais votre mari, je le boirais. Et puis il y a vous savez, son ennemi intime, Bernard Shaw, autre génie littéraire. Bernard Shaw, qui ne l'aimait pas, mais qui était en relation avec lui quand même, et qui lui envoie une petite lettre. Cher Winston, vous trouverez ci-joint 2 billets pour la première de ma pièce qui va se jouer, voilà, l'Old Vic, etc. Un billet pour vous et un autre pour un ami, si vous en avez un. Non, bon, ça c'est du Shaw, c'est pas gentil. Bon. Réponse de Churchill. Cher Monsieur Shaw, je regrette de ne pouvoir assister à la première de votre pièce, ayant d'autres engagements. Merci de m'envoyer 2 billets pour la seconde représentation, s'il y en a une. Bon. Beaucoup d'humour anglais, c'est-à-dire par understatement, par litote, souvent improvisé. Voilà. Par exemple, 3 mai 1945, l'Allemagne est pratiquement occupée, Hitler s'est suicidé, discours de Churchill aux communes. Je n'ai rien de particulier à dire sur la situation militaire, sinon qu'elle est nettement plus favorable qu'il y a 5 ans à la même époque. Oui, évidemment. Oui, quand vous voyez ce que c'est que 5 ans auparavant à la même époque, on se dit que oui, évidemment, c'est pas faux. Et puis, là, toujours dans l'improvisation, quand il est Premier ministre pour la 2e fois, il commence à se faire vieux, mais enfin, il a toujours de la répartie. Et il y a une dame, une députée, qui l'interrompt rudement et qui lui dit Monsieur Churchill, que comptez-vous faire pour mettre de l'ordre avec toutes ces dames qui encombrent les trottoirs et bouchent les portes cochères de la ville de Londres. Et réponse de Churchill, ne vous inquiétez pas, madame, lorsque les affaires reprendront, elles seront toutes à l'étage. Et puis, vers la fin, il était un petit peu sourd, il se faisait vieux. Et puis, à un moment, un député travailliste qui le prend très rudement à partie. Churchill attend qu'il ait fini. Puis il fait l'honorable gentleman pourrait-il beugler cela une 2e fois? Ça, c'est Churchill. Voilà, alors il y a encore énormément de choses, bien sûr, dont on pourrait parler, mais voilà, j'ai terminé mon quota. Mais si vous avez des questions, bien sûr, je serai ravi d'y répondre. Merci. Merci beaucoup, professeur Kersaudy. Merci pour ce brillant exposé, mais j'ai envie de dire merci de nous avoir raconté cette belle histoire avec de grands talents d'imitateur, ce qui ne gâche rien. Et pour ma part, je trouve passionnant de voir toujours comment la petite histoire participe à la grande histoire. Voilà. Et comment tout ce que vous nous avez raconté, on peut le mettre en lien et en relief avec ce qu'on connaît de l'histoire avec un grand H. Comment des petits soldats de plomb vont pouvoir orienter une si grande et belle carrière. Voilà, mais je ne referai pas votre exposé. Je pense que nous pouvons profiter de la présence du professeur pour pouvoir peut-être poser quelques questions, si vous en avez. Oui, je vous en prie. Oui. Merci et bravo.
Vous n'avez évoqué que très indirectement son épouse, qui, d'après le film Churchill, aurait joué un rôle très important, notamment vers le 4-5 juin 1944. Alors, son épouse, déjà, alors c'était une libérale, c'était une bien meilleure tête politique que lui, c'est-à-dire qu'elle avait le feeling, elle avait l'intuition de ce qu'étaient les goûts, les aspirations, les convictions, les besoins du peuple, alors que Churchill ne l'avait pas du tout. Churchill n'a pris le métro qu'une seule fois dans sa vie et il s'est perdu. Il a fallu aller à sa rescousse. Voilà. Churchill ne s'est jamais habillé tout seul. Il a toujours eu un domestique, même dans les tranchées. D'ailleurs, dans les tranchées, il amenait sa baignoire, j'avais oublié de vous le dire. Et beaucoup de réconfortants d'origine écossaise. Mais oui, quand il a vu comment vivait le peuple dans certaines banlieues, il en a été très choqué. C'était à la fin, évidemment, c'est la fin du 19e siècle, la misère, et au début du 20e, la misère en Angleterre, ça n'était pas un vain mot, c'était quelque chose d'assez effarant. Et pendant un moment, jusqu'en 1911, en fait, il s'est cru prédestiné à améliorer le sort des Anglais britanniques pauvres. Et avec Lloyd George, il a fait un travail remarquable sur les lois sociales. On les a d'ailleurs appelés tous les deux les divins jumeaux de la réforme sociale. Seulement à partir de 1911, évidemment, quand la situation internationale s'est dégradée, alors là, il s'est totalement désintéressé de la politique intérieure, totalement désintéressé de l'opinion publique, et ça n'a jamais repris. Et c'est son épouse qui lui faisait remarquer de temps en temps qu'il faudrait qu'il s'intéresse à certaines de ces choses-là. C'est son épouse qui le retenait quand il allait trop loin, notamment... par exemple, quand il a pris le parti d'Édouard VIII au moment de l'abdication, lui voulait l'empêcher d'abdiquer, il l'a défendu bec et ongle au Parlement, et son épouse lui avait fortement déconseillé de le faire, justement parce qu'elle comprenait que l'opinion publique voulait qu'Édouard VIII démissionne. Et lui n'a pas compris. Et à partir de ce moment-là, quand il a compris qu'il avait fait une très grosse bêtise en défendant Édouard VIII, surtout par la suite, quand Édouard VIII est devenu duc de Windsor et qu'il s'est commis dans un voyage en Allemagne, Churchill a dit à son épouse, au moment du couronnement du frère, George VI, il a dit « Tu avais raison, je crois que l'autre n'aurait pas convenu. Je vois maintenant que l'autre n'aurait pas convenu, évidemment. » Et c'est vrai, le remplaçant, celui qui n'aurait pas dû être roi, a été finalement le plus grand roi. Mais s'il a été le plus grand roi du XXe siècle en Angleterre, c'est parce qu'il avait un Premier ministre remarquable, évidemment. Mais il a appris très vite. Donc, par la suite, il a fini par respecter le jugement de son épouse, non pas en juin 40, ça, non, on en a fait des films, on en a fait, etc. Quand il s'agissait de combats, non seulement il ne l'écoutait pas, mais en plus elle n'avait rien à dire, parce qu'elle savait bien que ce n'était pas du tout sa partie. Elle avait une fibre sociale, elle avait une fibre... elle avait un grand bon sens. Quand la reine Margaret a voulu épouser son célèbre Peter Townsend après la guerre, lui voulait voler au secours de la princesse Margaret. Et son épouse l'a tiré par la manche et lui a dit « Souviens-toi du duc de Windsor, d'Édouard VIII, etc. Tu ne dois pas refaire 2 fois la même bêtise. » Et Churchill a dit « Oui, tu as raison, je ne dois pas faire 2 fois la même bêtise. » C'était une très bonne conseillère pour toutes les questions dans lesquelles Churchill n'était pas
un expert, et le moins qu'on puisse dire, c'est que en politique intérieure, il n'était pas un expert du tout. Et de ce point de vue-là, c'était un très très bon complément. Derrière tous les hommes célèbres, il y a une femme active. Et bien là, on peut tout à fait le dire pour Churchill. Une autre question peut-être? Oui. Bonjour. Il y a 2 ans environ, on célébrait les 50 ans de la mort de Winston Churchill et on a vu apparaître à la télé comme dans la presse énormément d'articles sur Churchill et on l'a remis dans l'actualité. On a dit voilà, qu'est-ce que c'est que le courage en politique. On a comparé la politique de Winston Churchill aux politiciens d'aujourd'hui. Donc ma question c'est quels sont finalement ces traits de caractère politiques de Churchill qui en font une actualité encore aujourd'hui. Et la deuxième, c'est une remarque, c'est que vous parlez de prophétie, il a quand même toute sa vie expliqué qu'il mourrait le même jour et à la même heure que son père, et c'est exactement ce qui est arrivé. C'est quand même assez incroyable. Oui, et c'est pas une coïncidence. Ça, je commence par la deuxième. Au début de janvier 1965, il est tombé dans le coma. Et l'homme qui était chargé des funérailles, les funérailles devaient être nationales, donc ça ne s'improvisait pas. C'était Lord Mountbatten, et Lord Mountbatten va voir le secrétaire de Churchill, John Colville. Churchill était inconscient, dans le coma, et Mountbatten dit au secrétaire alors, c'est pour maintenant, on peut commencer les préparatifs. Et le secrétaire dit certainement pas. Il a dit toute sa vie qu'il ne mourrait que le jour de la mort de son père, et je suis tout à fait certain que c'est ce qu'il va faire. Mountbatten, qui n'était pas très superstitieux, c'était un militaire très rigoureux, un peu étonné, mais enfin, bon, il n'avait pas le choix. Il fallait quand même 15 orchestres militaires. Enfin, c'était un truc monstrueux organisé, donc il fallait l'organiser longtemps à l'avance. Il dit, ben voilà, ça sera le 24 janvier. Bon, et effectivement, ça a été le 24 janvier, à l'heure du décès de son père. 70 ans, jour pour jour, heure pour heure. Très impressionnant quand même. Hein, et un père qui quand même avait très fortement méprisé son fils, mais toute sa vie, à chaque fois, il disait, voilà, il faudrait quand même qu'il y ait des gens là pour assister après la cérémonie de la victoire, après la Première Guerre, après la Deuxième Guerre, à chaque fois qu'il y avait un triomphe, il disait, il faudrait qu'il y ait quelques personnes qui soient encore là pour assister, voilà, pas beaucoup de monde, hein, bon, voilà, mon cousin, mais toujours en premier, mon père, hein, le père, parce que voilà, il pourrait lui montrer qu'il n'avait pas été le crétin que son père pensait qu'il était, enfin, voilà. Et donc, ce père a joué un rôle énorme, alors que, bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il avait été très négligent, avec lui comme avec son frère, hein, comme avec son petit frère, ce qui évitait à Churchill d'être jaloux. Hein. Ils ont été traités de façon aussi négligente par les parents, autant l'un que l'autre. Hein. Ça, de ce point de vue-là, il n'y a pas eu de jalousie. Alors, pour ce qui est du politicien Churchill, alors bon, qu'est-ce qu'on peut en tirer maintenant ? Le politicien moyen français, je ne sais pas s'il y a des exceptions, depuis la mort du général de Gaulle, il veut le pouvoir pour le pouvoir. Churchill voulait le pouvoir pour faire quelque chose, comme de Gaulle. Le pouvoir dans lequel on n'avait pas de pouvoir, dans lequel on était ligoté, et on ne voulait pas. Ça ne l'intéressait pas. Des portefeuilles dans lesquels on ne faisait rien, ça ne l'intéressait pas. Quand il a dû démissionner de l'amirauté en 1915 à cause de l'affaire des Dardanelles, on lui a donné une sinécure, chancelier du duché de Lancastre. Il n'y a rien à faire, on est à l'abri des obus,
on nomme des petits préfets de comté, voilà, on siège dans des commissions, on est à l'abri des balles, des obus, c'est merveilleux, et on est très bien payé, grassement payé. Eh bien, au bout de 3 semaines, il a dit je ne veux pas de ça, je préfère aller me battre dans les tranchées. Parce que au début, on lui avait fait accepter, parce qu'on disait qu'il pourrait garder un siège au cabinet de guerre. Ah, dans ce cas-là, oui, parce qu'il pourrait quand même avoir une prise sur les événements. À partir du moment où on l'a exclu du cabinet de guerre, là, il a dit, ah non, ne rien faire alors qu'il y a une guerre qui se passe et que je ne peux pas y participer, ça, c'est la pire torture. Donc, il va aller se battre. Même dans les tranchées, même comme lieutenant-colonel, ça fait rien, il verra de l'action, il a besoin d'action. Ce qui nous ramène au Black Dog, s'il n'y a pas d'action, il déprime. Et pour lui, il n'y a rien de pire que de déprimer. Donc quand il est dans les tranchées, il y a du danger, il y a de l'action, il y a de l'alcool. Parce que dans les tranchées, on a le droit. Au quartier général, on n'a pas le droit. On n'a que du thé fort, avec du lait condensé, une boisson particulièrement révoltante, dit Churchill, hein, alors que dans les tranchées, on est bien plus coulant, évidemment, ben oui. Mais il y a de l'action, il y a du danger, les yeux étincelants du danger. Churchill fait partie de cette race assez rare de gens, d'hommes d'État, de grands chefs militaires, qui non seulement ne craignent pas le danger, mais qui aiment le danger, qui vont là où il y a du danger. Il y en a très peu des comme ça. Il y a Clémenceau, hein, bien sûr, il y a Montgomery. Ce sont des gens, ils ont cette attirance un peu maladive. Il faut les retenir par les Basques, hein, pour qu'ils n'aillent pas là où ça tire, parce qu'évidemment, le commandant de secteur qui sera responsable de la mort de Clémenceau ou de Churchill, il sait ce qui l'attend. Donc on les retient par les Basques, évidemment. Hein, on ne peut pas faire autrement. C'est très impressionnant quand même, hein. Mais ce sont des gens qui, Churchill en est un, pour qui ce sont des ambitieux, mais ce ne sont pas des ambitieux ordinaires. C'est-à-dire que ce qui les intéresse, ça n'est pas toutes les trappings en français, c'est les enjolivures, les privilèges de la fonction. Ça ne les intéresse pas du tout. Ce qui les intéresse, c'est le pouvoir, ce qu'on peut faire et ce qu'on peut faire pour le pays. Parce que l'obsession de Churchill, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour que mon pays ne sombre pas. Dans ses cauchemars, l'Angleterre sombrait. Lui, ça lui était égal. Lui, il était prêt à mourir, je n'ai pas. Mais il fallait que l'Angleterre soit préservée. Cette espèce de dévouement, de fascination, d'obsession pour la patrie, c'est la même que celle de De Gaulle. C'est pour ça qu'ils se comprenaient très bien, d'ailleurs. La raison pour laquelle ils s'engueulaient, c'est qu'ils n'avaient pas la même patrie, évidemment, et que les intérêts ne coïncidaient pas toujours. Mais ils comprenaient très bien que c'était des gens qui n'existaient que pour servir leur pays. Et leur seule crainte, leur seul cauchemar, c'était de ne pas servir correctement le pays et que le pays sombre à cause d'eux. Et donc, des politiciens comme ça, depuis la mort de De Gaulle, je ne suis pas sûr qu'on en ait, franchement. Ou s'il y en a, il va peut-être falloir encore un grand conflit pour qu'ils sortent. Parce que n'oubliez pas une chose non plus, c'est que sans les deux guerres, pas de Churchill. Churchill aurait été une sorte d'original, brillant, excentrique, qu'on aurait visité de temps en temps, qu'on aurait été écouté aux communes, et puis c'est tout. Enfin, on aurait dit, bon, ce type-là est un peu fou, il parle de réarmer alors que tout le monde est pour la paix. Voilà, oui, c'est un vieux, il a fait plein de campagnes, c'est un vieux belliqueux, oui, tout ça, oui, mais bon, c'est pas un vrai politicien. Et c'est vrai qu'au fond, c'était pas un vrai politicien. Mais il était génial. Sans les guerres, on n'aurait pas entendu parler de lui. Et c'est exactement pareil pour De Gaulle. De Gaulle, en 1938, tout le monde disait, oui, c'est un original, il est très à droite, qu'est-ce qu'il a avec ses chars, il est un peu fou.
Voilà, même les militaires sont contre, même le maréchal Pétain est contre. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ce De Gaulle? Donc, et je dirais même en 1958, sondage en janvier 1958, 2% des Français voulaient le retour du général De Gaulle. 2%. Vous vous rendez compte? Ces hommes-là, il leur faut des guerres et des tragédies, sinon ils restent à l'arrière-plan. On va prendre peut-être une dernière question. Je vois l'heure tourner. Je vous en prie. Vous nous avez dit plusieurs fois que Churchill était bien entouré. Alors, est-ce que c'est lui-même qui choisissait son entourage ou est-ce qu'il tombait dans des institutions qui étaient déjà bien armées au point de vue humain? Et s'il choisissait son entourage, comment choisissait-il ses collaborateurs? Alors, c'est la deuxième hypothèse qui est la bonne, c'est lui qui choisissait. Et c'est lui qui choisissait. Alors, il avait des critères particuliers. Il détestait, comme De Gaulle d'ailleurs, il détestait ce qu'il appelait les carpettes. Il fallait des gens qui lui résistent. Exactement comme De Gaulle. Souvenez-vous, De Gaulle, je n'ai de respect que pour ceux qui me résistent. L'ennui, c'est que je ne les supporte pas. Eh bien, Churchill, c'était pareil. Il ne les supportait pas, mais il en avait besoin. Et alors, il voulait autour de lui des gens qui avaient déjà fait quelque chose, de préférence qui avaient été décorés pendant la Grande Guerre, des gens qui savaient savaient lui résister. Il voulait des gens qui étaient capables de lui résister. S'ils étaient trop obéissants, oui, les bénis, oui, il détestait ça. Il voulait de fortes personnalités, il voulait des gens qui savaient ce qu'ils voulaient, et il les essayait. Si les gens ne lui résistaient pas, s'ils ne tenaient pas jusqu'à 4 heures du matin, le cigare et tout le reste, eh bien, il s'en débarrassait assez vite. Si c'était des durs, qui maintenaient leur opinion, qui avaient de très bons arguments pour les soutenir, alors il les respectait et il les gardait. C'est le cas, par exemple, du maréchal Brooke, qui était un dur, un Irlandais du Nord. C'est très curieux, d'ailleurs, les 3 plus grands chefs de guerre, généraux et maréchaux anglais de la Deuxième Guerre mondiale étaient irlandais tous les 3. Il y avait Brooke, il y avait Alexander, il y avait Montgomery. Et De Gaulle l'avait remarqué d'ailleurs. De Gaulle l'avait remarqué parce que c'était le général Bétoir qui m'avait raconté ça à l'époque, c'était son chef d'état-major. Et De Gaulle, Bétoir avait dit quand même, cette campagne de Normandie, c'est quand même une bonne chose pour Eisenhower. Et De Gaulle a répondu: mais enfin, Bétoir, Eisenhower n'y est pour rien. C'est Montgomery. Et Montgomery, c'est pas un Anglais, c'est un Irlandais. Les Anglais n'ont pas eu un bon général depuis Wellington. Mais Churchill, il ne respectait que les gens. Il avait besoin de gens pour lui tenir tête, sur lesquels il pouvait éprouver, essayer ses idées. Des gens qui justement pouvaient faire le tri entre les 200 idées par jour pour retrouver les 4 qui étaient bonnes. Et c'était fatigant, très fatigant. Il fallait résister à ce Churchill qui brandissait sa canne comme une rapière, qui tapait du pied,
qui faisait des moulinets avec son cigare, qui empestait l'atmosphère, surtout dans les souterrains, vous vous rendez compte, à 4 heures du matin, avec le champagne en plus, et le whisky, des généraux qui tombaient de sommeil et qui devaient résister à toutes ces idées loufoques, comme de débarquer en Norvège en 1942, là où les Allemands l'attendaient, hein, voilà, ou de prendre l'île de Rhodes, toutes affaires cessantes, ou une petite île à la pointe de Sumatra, des idées stratégiques loufoques. Eh bien, ces gens résistaient quand même, avec tous les arguments qu'il fallait. Et puis à 4 heures du matin, Churchill mettait fin à la séance en disant Staline a la chance de pouvoir faire fusiller tous les généraux qui ne sont pas d'accord avec lui, et il a déjà utilisé beaucoup de munitions à cet effet. Alors les généraux devenaient verts, évidemment, et ils allaient se coucher très mal à l'aise, et puis 3 heures après, ils étaient réveillés par une estafette qui disait revenez à Downing Street, et là, après avoir dormi 3 heures, ils se retrouvaient à Downing Street devant une sorte de chérubin en robe de chambre, garni de dragons, avec un énorme cigare qui leur offrait un verre de Porto à 8 heures du matin, voilà, en disant peut-être en effet que je ne devrais pas faire ce que j'ai dit que je ferais hier, etc. Et les généraux, et comment peut-on en vouloir à un homme pareil, etc. Mais c'est grâce à ça qu'il a gagné, évidemment. Hitler n'avait pas de gens comme ça autour de lui, et c'est pour ça qu'il a perdu, évidemment. Merci beaucoup, professeur Kersaudy. Merci beaucoup, monsieur le maire, de nous accueillir régulièrement dans cette salle multimédia pour les entretiens d'ici, qui rencontre toujours un vif succès. Et je vous rappelle donc le prochain rendez-vous qui aura lieu le 16 novembre dans l'intimité de Pablo Picasso avec Laurent Lebon. Et nous vous invitons maintenant dans le hall pour une dédicace du professeur et Salon Élysée pour un cocktail. Merci beaucoup. Il y aura du Porto. Formidable. Et du whisky. Oui, oui.